Bonjour à tous, nous voilà de retour dans les vidéos pour continuer le cours. J'espère tout d'abord que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu rattraper si jamais vous aviez un peu de retard sur les chapitres précédents et voilà, que vous avez quand même pris le temps de vous reposer. Actuellement, donc au moment où j'enregistre la vidéo, on ne sait toujours pas si on va pouvoir revenir au lycée ou pas. On vous tiendra au courant avec Madame Thomas dès qu'on a des informations plus précises. Voilà pour le côté administratif. On passe maintenant au chapitre 24. Donc ce chapitre-là, on aurait dû le faire mi-mars. Je l'ai mis de côté parce que je voulais vous le faire en direct, en présentiel. Comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir et qu'on a quand même besoin de ce chapitre au bout d'un moment pour avancer, eh bien tant pis, on le fait en vidéo. Donc le principe est le même que pour les vidéos d'avant les vacances. Je vous passe le poly, je vous passe les démonstrations, et puis on fait les exercices en même temps. Donc le chapitre 24 sur les applications linéaires. Alors vous avez déjà rencontré plusieurs fois des applications linéaires à travers les DM et les DS, je vous en ai déjà donné plusieurs. Donc on va surtout s'attacher aux définitions. Alors justement, la définition d'une application linéaire. Donc on travaille avec E et F qui sont des K-espaces vectoriels. De dimension finie, de dimension infinie, peu importe. E et F peuvent être le même espace vectoriel, peu importe aussi. On dit que F, qui va de E dans F, est une application linéaire lorsque, quel que soit xy appartenant à E carré, f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Donc autrement dit, f d'une somme, c'est la somme des images. Et quel que soit x appartenant à E, quel que soit lambda appartenant à K, f de lambda x est égal à lambda f de x. Autrement dit, l'image d'un scalaire fois un vecteur, c'est ce scalaire fois l'image du vecteur. Dans ce cas-là, on dit que f est une application linéaire de E dans F. Et on note L ronde de EF, l'ensemble des applications linéaires de E dans F. Alors on passe tout de suite à l'exemple 1. Donc on s'intéresse à cette application que vous connaissez déjà et qui pour vous est déjà une application linéaire, vous avez déjà employé ce vocabulaire, on va simplement le redémontrer rapidement. Donc on a E et F qui sont tous les deux l'espace vectoriel R, et on s'intéresse à la fonction qui à x associe 3 fois x, avec ici la multiplication classique que vous connaissez sur R. Donc, première chose à faire, on se fixe xy appartenant à R2, ça va être pour faire la somme x plus y, et on se fixe directement lambda appartenant à R pour faire lambda fois x. Et on calcule f de x plus y, c'est-à-dire 3 fois x plus y. Puisque la multiplication est distributive sur l'addition, vous avez 3 fois x plus 3 fois y, c'est-à-dire, on retrouve bien f de x plus f de y. Donc le premier point de la définition d'une application linéaire est vérifié. Pour le deuxième point, on doit calculer f de lambda fois x, où ici le fois, c'est la loi de composition externe qui permet de définir R comme un R espace vectoriel. Donc c'est 3 fois lambda fois x, on sait qu'on peut changer l'ordre, donc c'est lambda fois 3x, et donc on retrouve bien lambda fois f de x. Donc f est bien une application linéaire de R dans R. Deuxième exemple, cette fois, on prend une application de R2 dans R2. Donc dans ce cas-là, on a toujours E et F qui est le même espace vectoriel, R2. On fait pareil, on se fixe xy appartenant à R2 au carré ou à E au carré, et lambda appartenant à R. Alors déjà, ici, x, comme c'est un point qui a deux coordonnées et qu'on a besoin de connaître ces deux coordonnées, x, on va le noter x1, x2, et y, je vais le noter y1, y2. Et donc, pour calculer f de x plus y, la première chose que je vous encourage à faire, c'est de dire à quoi ressemble x plus y. Donc ici, comme c'est avec R2, c'est assez simple, mais quand ça va être des espaces vectoriels un petit peu plus complexes, vous allez voir qu'on se perd assez vite sur qu'est-ce que ça représente là, cette somme-là. Donc ici, je prends le temps de tout écrire. X plus Y, c'est donc le vecteur de R2 dont la première coordonnée est X1 plus Y1 et la deuxième X2 plus Y2.
Maintenant que je connais les deux coordonnées, je peux appliquer la fonction f. Donc je dois faire la première coordonnée plus la deuxième, donc x1 plus y1 plus x2 plus y2, et x1 plus y1 moins x2 moins y2. Ensuite, puisqu'on veut séparer tout ce qui touche x et tout ce qui touche y, on essaye de couper ça en deux. Donc on regroupe tout ce qui touche x, donc x1 plus x2 dans la première coordonnée, x1 moins x2 dans la deuxième coordonnée, plus y1 plus y2, y1 moins y2. Et donc on retrouve f de x plus f de y. Donc le premier point de la définition d'une application linéaire est bien vérifié. Ensuite on fait pareil avec f de lambda x. Alors pareil, on écrit ce que c'est le vecteur lambda x. Donc le vecteur lambda x, c'est lambda x1, lambda x2 comme coordonnées. Donc on applique la fonction f, ça fait lambda x1 plus lambda x2, et en deuxième coordonnée lambda x1 moins lambda x2. On peut mettre le lambda en facteur, on retrouve x1 plus x2, x1 moins x2, donc on retrouve lambda fois f de x. Donc de nouveau, f est une application linéaire de R2 dans R2. Dernier exemple, alors cette fois, l'espace vectoriel de départ R2 n'est pas le même que celui à l'arrivée qui est R, et on s'intéresse à la fonction f qui à xy associe 3x plus 2y moins 1. Cette fonction est-elle une application linéaire ou ne l'est-elle pas? En fait, la présence d'un coefficient ici, d'une constante, si vous voulez, va faire que ce ne sera pas une application linéaire. Alors, à force d'en rencontrer, vous allez finir par prendre l'habitude, mais je vous le dis pour l'instant, dès qu'on voit ce genre d'application, vous devez vous dire qu'elle n'est pas linéaire. Donc, pour montrer qu'elle n'est pas linéaire, on a deux méthodes. Soit on montre que le premier point de la définition n'est pas vérifié, c'est-à-dire qu'il existe deux vecteurs qui, quand on les additionne, l'image de la somme ne fait pas la somme des images, ou, au contraire, c'est le deuxième point, il existe un vecteur lambda et il existe un vecteur x, pardon, et un scalaire lambda, tel que f de lambda x ne soit pas égal à lambda f de x. C'est une des deux options. Donc moi, j'ai commencé par la somme, et j'ai vu tout de suite que ça marchait pas, donc c'est pas la peine de faire la deuxième option. Donc j'ai calculé f de 1, 0, donc c'est-à-dire 3 plus 0 moins 1, donc ça fait 2, f de 0, 1, qui vaut 2 moins 1, donc ça fait 1. Donc f de 1, 0 plus f de 0, 1, ça fait 3. Et puis ensuite, j'ai calculé f de la somme de ces deux vecteurs, donc c'est-à-dire le vecteur 1, 1. f de 1, 1, ça fait 4. Donc je me retrouve avec f de 1, 0 plus f de 0, 1, qui n'est pas égal à f de 1, 1. Donc le premier point de la définition d'une application linéaire n'est pas vérifié. Donc cette application f n'est pas linéaire. Et on va voir assez vite que c'est la présence du moins 1 là qui pose souci. On retourne au poly. Alors, en fait, il y a une autre information importante sur les applications linéaires, c'est l'objet du théorème 1. On s'en sert surtout pour montrer qu'une application n'est pas une application linéaire. Donc vous avez toujours EF de K espace vectoriel et F une application de E dans F. Si F est une application linéaire de E dans F, alors F de 0 est égal à 0. Et ça, ce résultat, comment est-ce qu'on s'en sert? On s'en sert souvent par contraposé, c'est-à-dire si F de 0 n'est pas égal à 0, alors votre application n'est pas linéaire. Et par exemple, si on revient là à la fonction f précédente, f de 0, 0, ça vaut moins 1, donc on peut directement conclure que l'application f n'est pas linéaire. Donc ça, c'est une information importante sur les applications linéaires. On va démontrer ce théorème 1. Donc on a E et F deux espaces vectoriels et petit f une application linéaire de E dans F. On utilise la décomposition de 0 qu'on peut écrire sous la forme 0 de E plus 0 de E. Donc, puisque l'application f est linéaire, f de 0, qui est égal à f de 0 plus 0, est donc égal à f de 0 plus f de 0, c'est-à-dire 2 fois f de 0. Ça, c'est grâce à la linéarité. Si votre fonction n'est pas linéaire, vous ne pouvez pas découper ici votre somme en deux. Du coup, vous avez f de 0 qui est égal à 2 fois f de 0, donc ça vous dit que f de 0 est égal au 0 de f.
Donc c'est un résultat important sur les applications linéaires. 0 est envoyé sur 0. Ensuite, vous avez pu remarquer quand même que là, dans les 2 points de la définition, c'est quand même assez proche de la définition d'un espace vectoriel, cette notion de stabilité par somme ou par multiplication. Et bien, comme pour les espaces vectoriels, et on verra le lien un petit peu plus loin, on peut remplacer les 2 points de la définition par une seule, exactement comme on a fait dans les espaces vectoriels. Donc c'est l'objet du théorème 2. Soit E et F 2 cas espaces vectoriels, et soit F une application de E dans F. On a équivalence entre F est linéaire de E dans F, et F de n'importe quelle combinaison linéaire de 2 éléments de E est égal à la combinaison linéaire de leurs images. Autrement dit, au lieu de faire f de x plus y et de montrer que c'est égal à f de x plus f de y, et ensuite de faire f de lambda x et de montrer que c'est égal à lambda f de x, on fait directement les deux opérations. On va démontrer ce théorème 2. Puisqu'on veut montrer une équivalence, on raisonne par double implication. Premièrement, on suppose que l'application f est linéaire. Et on va montrer le deuxième point du théorème. Donc on se fixe xy appartenant à e carré et lambda appartenant à k. Soit xy appartenant à e carré, soit lambda appartenant à k. F de x plus lambda y. Puisque la fonction f est linéaire, par le premier point de la définition, on peut découper cette somme en deux. Donc f de x plus lambda y, ça vaut f de x plus f de lambda y. Ensuite, par le deuxième point de la définition d'une application linéaire, f de lambda y, on peut l'écrire lambda f de y. Et donc finalement, on retrouve bien que f de x plus lambda y est égal à f de x plus lambda f de y. Deuxième séance de l'implication, on suppose cette fois que on a simplement que f d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images, et on veut montrer que f est linéaire. Donc on doit montrer qu'on peut vérifier les deux points de la définition. Donc on se fixe xy appartenant à e carré, ça ce sera pour faire la somme, et on se fixe lambda appartenant à k, ça ce sera pour faire le deuxième point de la définition. En prenant lambda égale 1 dans le deuxième point de la définition, vous vous retrouvez avec f de x plus y égale bien f de x plus une fois f de y, donc c'est-à-dire plus f de y. Donc le premier point de la définition est vérifié. Pour le deuxième point, on va prendre x égale 0 de e dans le deuxième point du théorème. Et donc f de lambda y, qui est donc pareil que f de 0 plus lambda y, par hypothèse sur la fonction f, ça vous fait donc f de 0, mais f de 0, on a dit que c'était 0, plus lambda f de y, c'est-à-dire directement lambda f de y. Donc, votre application f est bien une application linéaire. Donc à partir de maintenant, au lieu de faire d'un côté la somme et ensuite f d'une multiplication par un scalaire, vous allez faire directement les deux. F de x plus lambda y. Il faudra toujours que ça commence par ça pour démontrer qu'une application est linéaire. Je vous montre justement sur les exemples 2 et 3. Donc ici, on passe à l'exemple 2 directement. Donc, on a pris comme espace vectoriel au départ R puissance n, à l'arrivée c'est R, et on s'intéresse à la fonction f qui a un n-uplet x1, xn, associé la somme des coordonnées. On veut montrer que cette application est linéaire, on va utiliser, maintenant qu'on l'a démontré, le théorème précédent. Donc on se fixe xy appartenant à e carré et lambda appartenant à k. Et on calcule directement f de x plus lambda y. C'est-à-dire, on calcule directement f d'une combinaison linéaire de x et de y. Première chose, comme dans les exemples précédents, vous écrivez à quoi ressemble cette combinaison linéaire. C'est vraiment important. Donc x plus lambda y, c'est un élément de Rn, puisque c'est une combinaison linéaire d'éléments de Rn, donc c'est un vecteur à n coordonnées. La première coordonnée, c'est x1 plus lambda y1, la deuxième, c'est x2 plus lambda y2, et la dernière, c'est xn plus lambda yn. Et maintenant, on calcule f de ce n-uplet.
c'est donc la somme pour k allant de 1 à n de toutes les coordonnées, donc de xk plus lambda yk. Et là, on a envie de séparer ce qui concerne x et de séparer ce qui concerne y. Donc on utilise les propriétés de la somme pour couper cette somme en deux. La somme des xk plus lambda fois la somme des yk. Et donc on retrouve f de x plus lambda f de y. Donc notre application f est bien une application linéaire de Rn dans R. Exemple 3, cette fois avec des polynômes, puisque je vous rappelle que l'ensemble des polynômes forme un espace vectoriel, donc c'est possible aussi. On prend comme espace vectoriel au départ kn de x, comme espace vectoriel à l'arrivée kn-1 de x, et l'application f qui à p associe le polynôme dérivé. Pour montrer que f est une application linéaire de E dans f, la première chose qu'on doit faire quand même, c'est de montrer que notre application f, à l'arrivée, elle est bien dans kn-1 de x. Alors, je ne l'ai pas fait pour les exemples précédents, pour les fonctions précédentes, parce que c'était assez naturel. Une fonction f qui a un vecteur à deux coordonnées associe plus qu'une seule coordonnée, bah vous savez que ça a valeur dans R, mais quand l'espace vectoriel à l'arrivée est un tout petit peu plus complexe, il faut le faire. Donc, si P est dans E, son degré est inférieur ou égal à n, donc le degré de son polynôme dérivé est au moins diminué de 1. Il peut être diminué de plus si vous passez d'un polynôme constant au polynôme nul, mais il est au moins diminué de 1. Donc déjà, votre fonction, elle va bien à l'arrivée dans f. Ensuite, pour montrer qu'elle est linéaire, on se fixe deux polynômes de e carré et un scalaire dans k, puisque E est un k espace vectoriel. Et on calcule f de p plus lambda q, c'est-à-dire le polynôme dérivé de p plus lambda q. Bon, puis là, on retrouve quelque chose qu'on a déjà démontré, en fait, que le polynôme dérivé d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des polynômes dérivés. On l'a déjà démontré, mais en fait, sans utiliser la notion d'application linéaire, etc. Mais on a démontré le même résultat. Donc on retrouve f de p, pour p', plus lambda f de q. Donc l'application f, elle est bien linéaire de E dans f. On va voir maintenant les opérations qu'on peut faire sur les applications linéaires. Alors, premier résultat, le théorème 3, l'ensemble L de EF, c'est-à-dire l'ensemble des applications linéaires, est un sous-espace vectoriel. Autrement dit, toute combinaison linéaire d'applications linéaires est encore une application linéaire. C'est assez logique finalement que le vocabulaire soit conservé. On va démontrer ce théorème 3. Donc, on va utiliser la caractérisation des sous-espaces vectoriels, celle qui dit que notre espace doit être inclus dans un espace vectoriel de référence, qu'il est non vide et qu'il est stable par combinaison linéaire. Premier point, notre ensemble qu'on veut montrer être un espace vectoriel, on va le plonger dans un espace vectoriel de référence, donc on prend ici l'ensemble des fonctions de E dans F. On a vu que cet ensemble était un sous-espace vectoriel. Deuxième point, il nous faut montrer que cet ensemble est non vide. Vous le savez, comme on veut montrer que c'est un sous-espace vectoriel, ça veut dire qu'il y aura forcément l'élément neutre dedans. Donc, vous pouvez montrer que c'est celui-là. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle autre application pour montrer que c'est non vide. Mais souvent, on le fait avec 0. Alors, l'application nulle, c'est l'application qui à x associe tout le temps 0. Cette application, est-ce qu'elle est linéaire? Eh bien oui, puisque f de x plus lambda y, ça vaut 0. Et f de x plus lambda f de y, ça vaut aussi 0. Donc cette application est bien linéaire. Donc l'ensemble des applications linéaires de E dans F est non vide. Ensuite, on veut montrer la stabilité par combinaison linéaire. Donc on doit prendre deux applications linéaires de E dans F, un scalaire, lambda, et on doit fabriquer la combinaison linéaire f plus lambda g. Et qu'est-ce qu'on doit faire sur cette combinaison linéaire f plus lambda g? On doit montrer que c'est une application elle-même linéaire. Donc on va appliquer à f plus lambda g la caractérisation des applications linéaires.
Donc pour montrer que f plus lambda g est une application linéaire, on se fixe x et y appartenant à E et mu appartenant à K. Et on calcule f plus lambda g, ça c'est pour montrer que f plus lambda g est linéaire, et pour montrer que c'est linéaire, on doit le calculer en x plus mu y. Donc, cette combinaison linéaire-là, on la fabrique pour montrer que L de EF est un sous-espace vectoriel. Cette combinaison linéaire-là, on la fabrique pour montrer que f plus lambda g est une application linéaire. Et ensuite, on se lance dans le calcul. Alors, tout d'abord, la somme de deux fonctions appliquées en un point, c'est la première fonction appliquée en ce point, plus la deuxième fonction appliquée en ce même point. Ensuite, puisque la fonction f est linéaire, on sait que f de x plus mu y, c'est f de x plus mu f de y. La fonction g est elle aussi linéaire, donc c'est g de x plus mu g de y. Et là, notre but, c'est de regrouper ce qui concerne x et de regrouper ce qui concerne y. Donc, on écrit tout ça dans un autre ordre, f de x plus lambda g de x, et mu, facteur de f de y plus lambda g de y. Autrement dit, f plus lambda g de x, pareil, ces deux-là, on peut les regrouper en une seule, plus mu fois f plus lambda g de y. Et donc, on retrouve que f plus lambda g de x plus mu y est égal à f plus lambda g de x plus mu f plus lambda g de y. Donc, f plus lambda g est une application linéaire de E dans F. Donc, l'ensemble des applications linéaires de E dans F est stable par combinaison linéaire, il est non vide et inclus dans un espace vectoriel de référence, donc c'est un sous-espace vectoriel de cet ensemble de référence. Donc c'est un espace vectoriel. Donc c'est assez logique, la combinaison linéaire d'applications linéaires est encore une application linéaire. Donc si vous faites la somme de deux applications linéaires, c'est encore une application linéaire. Si vous multipliez une application linéaire par un scalaire, c'est encore une application linéaire. Attention, si vous multipliez deux applications linéaires, on ne sait pas. Il n'y a pas de résultat général là-dessus. Il faudra le faire au cas par cas. Ça dépendra de quelles sont les deux applications linéaires que vous êtes en train de multiplier. Donc là, il faudra revenir à la définition d'une application linéaire et essayer. Autre opération qu'on peut faire sur les applications linéaires, c'est les composer, à condition d'avoir le droit de le faire. Donc, vous imaginez, on a cette fois trois espaces vectoriels. On a f qui est une application linéaire de E dans F et G qui est une application linéaire de F dans G. Puisque l'ensemble de départ de G est le même que l'ensemble d'arrivée de F, on peut faire la composée. Ce qu'on va démontrer maintenant, c'est que cette composée est encore une application linéaire. Donc, on passe à la démonstration 4. De nouveau, on va utiliser la caractérisation des applications linéaires. Donc, on se fixe xy appartenant à E, qui est l'ensemble de départ de g rond f, et lambda appartenant à k. Et on doit calculer g rond f de x plus lambda y, c'est-à-dire g de f de x plus lambda y. Puisque la fonction f est une application linéaire, f de x plus lambda y, on peut l'écrire f de x plus lambda f de y. Ensuite, puisque la fonction g est elle-même une application linéaire, vous avez g d'une combinaison linéaire, donc ça devient g de f de x plus lambda g de f de y. Autrement dit, g rond f de x plus lambda g rond f de y. Donc, g rond f d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire de g rond f de x, g rond f de y. Donc g rond f est bien une application linéaire de E dans F. Alors, comment est-ce qu'on se sert de ça? On revient au poly. Dans l'exemple 4, la fonction f, qui a p associe p' de 0, est une application linéaire. Pour le montrer, soit vous revenez à la définition d'une application linéaire, soit vous utilisez que l'application qui a p associe p' est linéaire, ça on l'a déjà démontré un petit peu plus haut, que l'application qui a p associe p de 0
va elle aussi être une application linéaire. Donc là, comme on l'a pas encore fait, on le fait. Donc on prend deux polynômes. Donc là, c'est k de x au carré, lambda appartenant à k, et on calcule p plus lambda q en 0 pour calculer f de p plus lambda q. Ça vaut p de 0 plus lambda q de 0, c'est-à-dire f de p plus lambda f de q. Donc f est bien une application linéaire de k de x dans k. Donc vous avez ici une application linéaire de k de x dans k de x, et on l'a composée avec une application linéaire de k de x dans k, donc on obtient une application linéaire de k de x dans k, toujours par composition. Donc l'intérêt de la composer, c'est vraiment quand il y en a une que vous avez déjà étudiée, par exemple un peu plus haut dans le sujet du DS ou dans l'exercice, vous réutilisez. Ou s'il y en a une des deux qui est une application qu'on sait être linéaire, c'est-à-dire qu'il y en a certaines, à force de les rencontrer dans les exercices, on n'aura plus réellement besoin de, à chaque fois, justifier vraiment correctement que c'est une application linéaire. On repasse au poly. Alors justement, en parlant de composer, on va voir cette fois quelque chose d'un tout petit peu plus complexe. On a toujours trois espaces vectoriels E, F et G. F, une application quelconque, et on s'intéresse à l'application qui a G associe G rond F. Donc attention, cette fois, on ne sait pas si F est linéaire, on ne sait pas non plus si G est linéaire. Par contre, ce qu'on va démontrer, c'est que l'application qui a G associe G rond F est bien une application linéaire entre deux espaces vectoriels. Dans le deuxième point, cette fois, G est une application linéaire, et vous allez voir dans la démonstration à quel endroit c'est indispensable que G soit linéaire. Et bien cette fois, l'application qui a une fonction f associe G rond f est une application linéaire. Vous faites attention, il est écrit nulle part que G rond f est linéaire. Par contre, l'application qui a f associe G rond f, elle est une application linéaire. On va démontrer ce théorème 5. Donc, premier point, on a dit la fonction f, elle va de E dans f, elle n'est pas forcément linéaire. Elle peut l'être si vous êtes dans un exercice où ça l'est, mais elle n'a pas du tout besoin de l'être pour la démonstration. On veut montrer qu'une application phi est linéaire, donc on prend deux fonctions dans l'espace vectoriel du départ, c'est-à-dire deux fonctions de f dans G, et lambda appartenant à K. Et on va calculer phi f de G plus lambda H, c'est-à-dire G plus lambda H composé avec F. Alors la composée à droite, on sait faire, c'est G composé avec F plus lambda H composé avec F. Autrement dit, phi f de G plus lambda phi f de H. Donc, phi f est bien une application linéaire. Pour n'importe quelle application f, et même si G et H ne sont pas linéaires, on ne s'en est servi nulle part dans la démonstration. Pour le deuxième point, par contre, cette fois, on suppose que G est une application linéaire. On va vraiment en avoir besoin. De nouveau, on veut montrer que phi G est linéaire, donc on se fixe deux fonctions dans l'ensemble de départ de phi G, c'est-à-dire dans f puissance E, et lambda appartenant à K. Et on calcule phi G de f plus lambda H, c'est-à-dire, cette fois, G composé avec f plus lambda H. Et là, la composée à gauche, c'est pas du tout distributif comme ça, comme c'était le cas dans l'autre sens. Donc là, arrivé là, on ne peut pas tout de suite écrire G rond f plus lambda G rond H. On va avoir besoin de revenir à l'écriture de cette fonction avec un point petit x. Donc on se fixe un x appartenant à E, et on regarde la fonction G rond f plus lambda H en x. C'est-à-dire la fonction G appliquée à f de x plus lambda h de x. Puisque la fonction G est linéaire, et c'est là où on en a besoin, on peut écrire que c'est G de f de x plus lambda G de h de x. C'est-à-dire G rond f de x plus lambda G rond h de x. Donc on a bien que la fonction G rond f plus lambda h est égale à G rond f plus lambda G rond h. Mais si la fonction G n'est pas linéaire, arrivé ici, vous ne savez pas distribuer. Un exemple, à mon avis, très utile pour se souvenir que la composée à gauche, on ne peut pas faire ce qu'on veut,
c'est que si g c'est la fonction carré, par exemple, c'est-à-dire si elle n'est pas linéaire, et ben a plus b au carré, ça fait pas a carré plus b carré, même si certains dans la classe quelquefois ont très envie que ça marche. Donc, quand g n'est pas une application linéaire, la composée à gauche, vous ne savez pas. Mais ici, comme g est linéaire, on a bien g rond f plus lambda g égale g rond f plus lambda g rond h, autrement dit, phi g de f plus lambda h est égal à phi g de f plus lambda phi g de h. Donc phi g est bien une application linéaire. Avant de passer à la notion de noyau et image, on va prendre la feuille d'exercice que je vous ai envoyée également et vous allez pouvoir faire l'exercice 1. Donc le but, c'est de dire si les applications sont linéaires ou non. Donc je vous rappelle, pour montrer qu'une application linéaire, vous pouvez utiliser la caractérisation. Et pour montrer qu'elle n'est pas linéaire, il vous faut un contre-exemple. Donc un contre-exemple vraiment précis. Par exemple, si je prends tel point et tel point, ça marche pas. Mais pas, il est possible qu'il existe des points pour lesquels ça ne convienne pas. Donc vous donnez vraiment un contre-exemple. Vous passez le temps qu'il vous faut sur l'exercice 1 et puis après vous reprenez la vidéo. Très bien, donc j'espère que vous n'avez pas eu de problème sur l'exercice 1, sinon vous m'envoyez un mail et puis de toute façon je vous donnerai le corrigé à la fin du chapitre. Alors on revient maintenant dans le cours, on va étudier les notions de noyau et image. C'est pareil, ces notions je vous les ai déjà fait étudier en DS, mais sans vous mettre le cadre d'application linéaire et c'était toujours pour des fonctions très précises. Mais si vous retournez voir dans les exercices où je vous ai parlé de noyau et d'image, en fait, les applications que vous avez manipulées étaient des applications linéaires, mais vous ne le saviez pas encore. Alors tout d'abord, un peu plus général que le noyau et l'image, le lien qu'il existe entre les sous-espaces vectoriels et les applications linéaires. Lien très important. Donc le théorème 6 pour commencer. On prend f une application linéaire de E dans f. On prend un sous-espace vectoriel de E, et B, un sous-espace vectoriel de F. Eh bien, l'image directe du sous-espace vectoriel A par la fonction F, donc je vous rappelle, l'image directe, c'est l'ensemble des images, pour X appartenant à A, est un sous-espace vectoriel de F. Et l'image réciproque d'un sous-espace vectoriel, c'est-à-dire, et là cette notion elle est un tout petit peu plus compliquée, ce sont tous les antécédents des points qui sont dans B. Donc f-1 de B, je vous rappelle la définition, c'est tous les points de E dont l'image est dans B. Ça correspond bien aux antécédents de B. Et bien cet ensemble, l'image réciproque d'un sous-espace vectoriel, c'est important, est encore un sous-espace vectoriel. On va démontrer ce théorème 6. Donc on a F une application linéaire de E dans F et A un sous-espace vectoriel. On s'intéresse à cet ensemble F de A, c'est-à-dire l'image directe. Donc je vous rappelle, c'est l'ensemble formé de tous les F de X pour X appartenant à A. On veut montrer que cet ensemble est un sous-espace vectoriel, on va utiliser la caractérisation des sous-espaces vectoriels. Alors tout d'abord, cet ensemble, il est inclus dans grand F, puisqu'il est formé que avec des éléments qui sont dans grand F. Donc déjà, l'ensemble, l'espace vectoriel de référence dans lequel on met F de A, c'est grand F. Ensuite, 0 appartient à A, puisque A est un sous-espace vectoriel, et F de 0 égale 0, donc 0 de F appartient à F de A. Donc F de A est non vide. Et d'ailleurs, dans le DS, vous êtes beaucoup à avoir utilisé cet argument. Ensuite, on prend deux points qui sont dans l'ensemble pour lequel on veut montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Donc on prend xy appartenant à f de a au carré. Et on prend lambda appartenant à k. Et on doit montrer que la combinaison linéaire x plus lambda y est encore dans f de a. Première chose à faire, on traduit ce que ça veut dire d'être dans f de a. Donc si x est dans f de a, ça veut dire que x est l'image par f d'un point de A, donc il existe petit a ou petit b appartenant à a carré, tel que f de a égale x et f de b égale y. Et puis ensuite, on s'intéresse à f de a plus lambda b. F de a plus lambda b, puisque la fonction f est linéaire, ça fait f de a plus lambda f de b, c'est-à-dire x plus lambda y. Donc x plus lambda y est bien l'image
d'un point de A. Donc x plus lambda y appartient à f de A. Donc f de A est inclus dans f, il est non vide et il est stable par combinaison linéaire, donc f de A est bien un sous-espace vectoriel de f. Et vous faites attention, dans le DS, il y en a beaucoup qui ont fait ça aussi, vous commencez là très bien, soit xy appartenant à f de A au carré, et puis vous savez pas ce qu'il faut faire de ces deux éléments. Donc il faut fabriquer une combinaison linéaire de ces deux éléments. Là, ce que j'ai noté, x plus lambda y. Et il faut montrer que cette combinaison linéaire est encore dans f de A, c'est-à-dire que cette combinaison linéaire est l'image de quelque chose. Donc il faut réussir à écrire x plus lambda y comme f de quelque chose. Vous n'avez pas d'autre possibilité pour me convaincre et pour vous convaincre que f de A est un sous-espace vectoriel. On passe au deuxième point, c'est-à-dire cette fois l'image réciproque. Donc on a cette fois B qui est un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivées. f-1 de B, je vous le rappelle, c'est tous les points dans E dont l'image est dans B. Et vous pouvez aller voir dans les premiers chapitres, on avait fait des dessins avec des patatoïdes là pour comprendre ce qui se passait. Ça, c'est un ensemble, et cette notation f-1 de B n'implique en rien du tout que la fonction f est bijective. Vous faites vraiment attention. Alors, f-1 de B, puisque ce sont des points de E, en particulier, c'est inclus dans E. On va utiliser la caractérisation. Premièrement, on veut montrer que c'est non vide. Ce qu'on va faire pour montrer que c'est non vide, on va montrer qu'il y a 0 dedans. Donc, vous devez trouver un point de E dont l'image est dans B. Premier vecteur qu'on sait être dans B, le plus simple, c'est le vecteur nul. 0 est dans B. Ça, on le sait parce que B est un sous-espace vectoriel. Et puis 0 est un antécédent de 0, puisqu'on a vu que pour une application linéaire, f de 0 égale 0. Donc 0 de E est un antécédent d'un point de B, donc 0 de E appartient à f-1 de B. Donc f-1 de B est non vide. Ensuite, on prend deux points x, y qui sont dans f-1 de B. Et on prend lambda appartenant à K. On doit montrer que x plus lambda y est encore dans f-1 de B. C'est-à-dire qu'on doit montrer que x plus lambda y est un point dont l'image est dans B. Donc on va calculer f de x plus lambda y. Puisque la fonction f est linéaire, ça vaut f de x plus lambda f de y. Puisque x est dans f-1 de B, ça veut dire que f de x est dans B. Et puisque y est dans f-1 de B, ça veut dire que f de y est lui aussi dans B. Et comme B est un sous-espace vectoriel, vous avez un élément de B plus lambda fois un autre élément de B, c'est encore dans B. Donc, f de x plus lambda y appartient à B, ce qu'on réécrit, x plus lambda y appartient aux antécédents de B. Donc f-1 de B est stable par combinaison linéaire. Donc, il est inclus dans E, il est non vide et il est stable par combinaison linéaire, c'est un sous-espace vectoriel de E. Ce qu'on a démontré là, c'est vrai pour n'importe quel sous-espace vectoriel au départ et n'importe quel sous-espace vectoriel à l'arrivée. Dans le cas où A et B sont des espaces vectoriels bien choisis, on parle de noyaux et d'images. Donc c'est la définition 2 où je vais réellement donner les définitions que vous avez déjà étudiées dans le DS. Alors on a toujours E et F, 2 cas espace vectoriel et petit f une application linéaire de E dans F. On appelle noyau de F et on note qu'RF les antécédents de 0. C'est-à-dire le noyau de F, c'est l'image réciproque par F du singleton 0. C'est donc tous les points appartenant à E dont l'image vaut 0. Cet ensemble, vous l'avez déjà étudié plein de fois. Donc, la notation noyau de F, elle n'est définie que pour une application linéaire. Vous ne pouvez pas parler du noyau d'une fonction qui n'est pas une application linéaire. Faites attention à ça. Et puis, on appelle image de F, et on note imf, l'ensemble des images par F de E tout entier. Donc, imf, c'est f de E, c'est-à-dire toutes les images possibles de la fonction f. F de x pour x appartenant à E. Donc ça, je vous rappelle, c'est la définition
où on fait la liste de tous les éléments qui sont dedans, ça c'est par compréhension. Image de f, c'est tous les points de f qui admettent au moins un antécédent par petit f. Ces ensembles, vous les avez déjà rencontrés. On va quand même regarder sur un exemple ce qui se passe. Donc on va faire les exemples 5 et 6. Donc, dans l'exemple 5, la fonction petit f, c'est la fonction qui va de Rn dans R, qui a x1, xn associe x1. Premier point, quand on vous parle d'un noyau, vous vérifiez, ou au moins vous dites, que l'application est linéaire. C'est important. Donc, on a déjà vu cette fonction. La fonction qui a x1, xn associe que la première coordonnée, c'est bien une application linéaire. On s'intéresse à son noyau. Le noyau de f, c'est donc l'ensemble des points dans l'espace de départ, donc dans Rn, tels que f de x, c'est-à-dire x1, donne 0. Autrement dit, c'est tous les points de Rn dont la première coordonnée est nulle. Vous pourrez réfléchir à la dimension de cet espace vectoriel, puisque Krf est un espace vectoriel. Pour l'image de f, c'est toutes les images, donc c'est-à-dire c'est tous les f de x pour x qui parcourent tout Rn, donc en fait c'est tous les x1 qui parcourent R, donc c'est R tout entier. Vous pourrez également réfléchir à la dimension de cet espace vectoriel. Cette fois, la fonction f, dans l'exemple 6, elle va de R2 dans R2. Alors, premier point, vous pouvez le redémontrer, on l'a fait avec x plus y là au tout début du chapitre, donc ça marche exactement pareil. Cette application est bien linéaire. Deuxième point, le noyau de f. C'est donc l'ensemble des xy appartenant à R2 tels que f de xy égale 0, c'est-à-dire x moins y égale 0 et y moins x égale 0. Autrement dit, c'est l'ensemble des couples xy appartenant à R2 tels que x soit égal à y. C'est donc l'espace vectoriel engendré par 1, 1. Donc la dimension vaut 1. Pour l'image, c'est l'ensemble des images par la fonction f, donc c'est l'ensemble des vecteurs de R2 qui sont de la forme x moins y, y moins x. Donc là, pour l'écrire sous forme de vecte, soit vous remarquez qu'en fait la première coordonnée c'est l'opposé de la deuxième, soit vous écrivez ça comme une combinaison linéaire avec le x avec le y, et puis vous simplifiez le vecte. Moi, je le vois directement comme la première coordonnée est opposée de la deuxième et il n'y a aucune autre contrainte, donc c'est l'espace vectoriel engendré par 1 moins 1. Et la dimension vaut aussi 1. Donc vous avez une application f qui va de R2 dans R2, la dimension du noyau C1, la dimension de l'image C1. Vous notez que la dimension du noyau plus la dimension de l'image est égale à la dimension de l'espace de départ. En tout cas pour cette fonction-là. On va voir si ça se généralise. On revient au poly pour des résultats un petit peu plus théoriques sur le noyau et sur l'image. C'est le théorème 7. Donc on a toujours E et F, deux cas espaces vectoriels, et petit f, une application linéaire de E dans F. Premièrement, le noyau de F est un sous-espace vectoriel, ça on l'a déjà vu un peu dans l'exercice. L'image aussi, c'est un sous-espace vectoriel. Et troisième point, si E est l'espace vectoriel engendré par E1EP, donc c'est-à-dire que E1EP est une famille génératrice de E, alors l'image de F est l'espace vectoriel engendré par F de E1, F de EP. Et ça c'est pas mal parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais souvent trouver des familles génératrices c'est un peu plus compliqué que de montrer qu'une famille donnée est libre. Donc, si on peut avoir des moyens pour savoir déjà quelle famille va être génératrice, ça nous fait gagner un peu de temps. On va démontrer ce théorème 7. Alors, premièrement, le noyau de F, on a dit que c'était f-1 du single tour 0 de F. 0 de F, c'est un sous-espace vectoriel de grand F. C'est même le sous-espace vectoriel le plus simple qui existe. Donc, par le théorème 6, l'image réciproque d'un sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel, donc le noyau est bien un sous-espace vectoriel. Pour l'image, c'est pareil. L'image de F, c'est l'image directe par petit f de l'ensemble grand E. Or, grand E est un sous-espace vectoriel de E, c'est le plus gros sous-espace vectoriel de E. Donc, par le théorème 6, toute image directe d'un sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel, donc image de F est bien un sous-espace vectoriel de grand F. Donc ça, j'ai envie de vous dire,
Vous l'avez redémontré dans les exercices parce qu'on n'avait pas encore fait le théorème 6, mais finalement, le plus dur, c'est de démontrer le théorème 6, pour ensuite l'appliquer à des sous-espaces vectoriels bien choisis. Le point qui est important, c'est plutôt le troisième. Donc on suppose que E, c'est l'espace vectoriel engendré par E1EP. Donc soit parce que E1EP est une base de E directement, soit simplement parce que c'est une famille génératrice. Ça veut dire que tous les vecteurs de E se décomposent dans cette famille. Donc quel que soit x appartenant à E, il existe x1, xp appartenant à k puissance p, tel que x s'écrivent somme pour k allant de 1 à p des xk ek. Et là, quel est l'intérêt d'avoir une somme? Dès que vous voyez une somme, vous vous dites « Ah super, pour les applications linéaires, c'est nickel !» Parce que f d'une somme, on sait, c'est la somme des f. Alors on va ensuite montrer l'égalité par double inclusion, l'égalité des ensembles. Donc on prend y appartenant à l'image de f. Ça veut donc dire que y est l'image d'un point de E, donc ça veut dire qu'il existe x appartenant à E tel que y s'écrive f de x. Ce vecteur x, il se décompose dans la famille E1EP, donc y vaut f de x, et x c'est la somme pour k allant de 1 à p des xk ek. Puisque l'application f est linéaire, f de cette somme, c'est la somme pour k allant de 1 à p des xk f de ek. Donc y, vous avez réussi à l'écrire comme une combinaison linéaire des f de ek. Donc y appartient bien à l'espace vectoriel engendré par f de E1, f de EP. Entre parenthèses, là, le fait que f d'une somme, ce soit la somme des f, si vous n'en êtes pas tout à fait convaincu, vous pouvez le démontrer par récurrence. Puisqu'on a démontré que c'était vrai pour f d'une somme de 2, par récurrence, vous pouvez passer à une somme de p. On fait ensuite l'autre inclusion. On veut montrer que vect de f de 1, f de EP est inclus dans IMF. Alors, je vous rappelle que comme on sait déjà que IMF est un sous-espace vectoriel, pour montrer que vect est inclus dedans, il suffit que chacun des éléments de la famille qui engendre soit inclus dans l'image de f. Ça tombe bien. Pour tout cas compris entre 1 et p, le vecteur f de ek, puisqu'il s'écrit f de quelque chose, il appartient à l'image de f. Et puisque l'image de f est stable par combinaison linéaire, de par le fait que c'est un sous-espace vectoriel, vous avez automatiquement que vect de f de E1, f de EP est inclus dans l'image de f. Donc finalement, on a bien, par double inclusion, l'égalité. Donc si vous connaissez une famille génératrice de l'espace de départ, ça va vous donner tout de suite une famille génératrice de l'image de f. Donc ça peut vous aider à déterminer par exemple la dimension de l'image de f. Vous prenez ensuite la feuille d'exercice et vous faites les exercices 2 et 3. Le but, c'est à chaque fois de déterminer le noyau et l'image. Alors, je vous ai pas remis la question tout le temps, mais vous pouvez redémontrer à chaque fois que l'application f est bien une application linéaire, avant de s'intéresser au noyau et à l'image. Vous passez le temps qu'il vous faut là sur les exercices 2 et 3, puis ensuite vous reprenez la vidéo. Très bien, donc j'espère que vous n'avez pas eu de problème avec les exercices 2 et 3. On revient au poly. Donc, il y a l'exemple 7 que j'avais pas traité avant les exercices. On veut montrer que cet ensemble grand A, là, est un sous-espace vectoriel. Ce que vous pouvez faire, c'est, grâce au théorème 7, montrer par exemple que A, c'est le noyau d'une application linéaire, ou que c'est l'image d'une application linéaire. Puisque une fois qu'on sait que n'importe quel noyau de n'importe quelle application linéaire est un sous-espace vectoriel, vous pouvez l'utiliser, vous, dans les exercices. Ce qui va quelquefois être le plus difficile, ça va être d'identifier l'application linéaire qui est cachée derrière. Alors là, à votre avis, quelle est l'application linéaire qui est cachée derrière? Puisqu'on veut quelque chose égale 0, l'application linéaire, c'est celle qui est ici, là, directement devant le égal 0. Donc cet ensemble-là, on pose f, l'application qui à p associe p de 0. Comme ça, ici, on a bien f de p égale 0. Il faut montrer que cette application est linéaire. On l'a déjà fait, mais si jamais dans un exercice, c'est pas une fonction que vous avez déjà rencontrée, vous le refaites. Ça vous fera un entraînement pour montrer qu'une application est linéaire. Et puis, on écrit que grand A, c'est le noyau de cette application linéaire, donc grand A est un sous-espace vectoriel. On revient au poly.
Alors, à quoi ça sert le noyau et l'image? Parce que bon, à part montrer que ce sont des sous-espaces vectoriels, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'intérêt. Eh bien, vous allez voir un résultat qui est finalement assez inattendu, mais très très utile dans les exercices. Il y a un lien entre noyau et injective, on va voir pourquoi, et il y a un lien entre image et surjective. Attention, ces liens, c'est quand f est une application linéaire. Ne montrez pas qu'une fonction est injective en utilisant ça si vous êtes dans un complètement autre cadre que les applications linéaires. Faites vraiment attention. Donc le théorème 8, on prend E et F, deux cas espaces vectoriels, et F, une application linéaire de E dans F. F est surjective. Qu'est-ce que ça veut dire surjective? Ça veut dire que tous les points à l'arrivée ont un antécédent. Donc ça veut dire que l'espace à l'arrivée F est égal à image de petit f. Ça, je vous l'ai mis entre parenthèses parce qu'en fait, c'est pas un résultat, c'est la définition de surjectif, mais je vous l'ai retraduite avec la notion d'image. Et le résultat qui est vraiment très important, c'est que une application est injective si et seulement si son noyau est égal à 0. Donc ça veut dire quand même qu'au lieu d'étudier l'injectivité directement, vous pouvez vous ramener simplement à déterminer, alors je dis simplement, il faut quand même le faire, à déterminer le noyau d'une application linéaire. Attention, pour utiliser cette équivalence, il faut d'abord avoir démontré correctement que l'application est linéaire, et donc on a le droit d'appliquer ce résultat. Alors on va démontrer ce théorème 8. Donc on a f une application linéaire de E dans F. Le premier point, je vous le redis, c'est exactement la définition de surjective. Tous les points à l'arrivée ont au moins un antécédent, donc tous les points à l'arrivée sont image de quelque chose. Donc f est égal à l'image de petit f. Pour le deuxième point, on veut démontrer que f est injective si et seulement si son noyau est réduit à 0. On va raisonner par double implication. On commence par le sens direct, on suppose que f est injective de E dans F. Là, on en profite pour réviser la définition d'injective. Vous avez deux façons de le voir, soit quel que soit xy appartenant à E carré, si f de x égale f de y, alors x égale y. Les points ont au plus un antécédent. Si vous avez deux images égales, c'est que c'était le même antécédent. Ou, la définition par contraposé, si x est différent de y, alors f de x est différent de f de y, obligatoirement. Deux points différents sont envoyés sur deux images différentes. Donc nous, on suppose que f est injective, on veut montrer que le noyau est réduit à 0. Donc on va montrer que le noyau est égal au singleton 0 par double inclusion. Pour les sous-espaces vectoriels, et c'est le cas pour car f, le singleton 0 est toujours inclus dedans. Donc la première inclusion, elle est tout le temps vraie, même quand f n'est pas injective. Ce qui est plus intéressant, c'est la deuxième inclusion. Donc on prend un point qui est dans le noyau de f. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x égale 0. Pour utiliser la notion d'injective, je vous rappelle, il faut qu'il y ait deux images égales. Donc il faudrait qu'on arrive à écrire que f de x est égal à f de quelque chose. Bon bah là, ça tombe bien, il y a 0 de f. Qu'est-ce que vous connaissez dans les applications linéaires qui est égal à 0 de f? Eh bien, f de 0 de e. Puisqu'on a démontré que pour une application linéaire, c'était le cas. Et là, c'est bon parce qu'on s'est ramené à deux images égales. Donc, quand x est dans le noyau, f de x est égal à f de 0. Et puisque l'application f est injective, deux images égales impliquent que les antécédents sont égaux. Donc x est égal à 0. Donc, le noyau de f est inclus dans le singleton 0. Donc on a l'égalité par double inclusion. Vous remarquez du coup que dans cette implication, je n'ai jamais utilisé que l'application f était linéaire. En fait, on n'en a pas besoin. Alors en fait, j'en ai besoin pour parler du noyau, je vous rappelle. Mais finalement, dans les arguments utilisés, on n'en a pas réellement besoin. Par contre, dans la deuxième implication, ça va être nécessaire. Donc on suppose cette fois que le noyau est réduit à 0. On veut montrer que l'application est injective. Donc on doit prendre deux points x, y appartenant à eux qui ont la même image. Et n'importe quelle démonstration d'une application est injective doit commencer comme ça. Vous devez savoir le faire. Vraiment, c'est important. Ce qu'on veut démontrer, cette fois, c'est que x est égal à y. Donc,
Si on veut utiliser le noyau de f, puisque c'est quand même ce qu'on va faire, il faut réussir à trouver f de quelque chose égale 0. Et c'est là où le fait que f soit linéaire va nous servir. F de x égale f de y, on le réécrit f de x moins f de y égale 0. Et puisque l'application f est linéaire, ça vous donne que f de x moins y égale 0. Là, en fait, c'est une combinaison linéaire avec le lambda qui vaut moins 1. Donc on a le droit de regrouper en un seul f, si j'ose dire. Et là, vous êtes ramené au noyau, parce que vous avez f de quelque chose qui vaut 0. Donc x moins y est dans le noyau de f, puisque f de x moins y égale 0. Bon, mais sauf que dans le noyau de f, il n'y a que 0. Donc x moins y égale 0, c'est-à-dire x égale y. Donc vous avez bien retrouvé que quand f de x égale f de y, ça implique que x égale y. Donc on a retrouvé la définition de injective de E dans f. Donc une application est injective si et seulement si son noyau est réduit à 0. À condition que f soit une application linéaire, c'est très important. Alors on va appliquer ça directement dans l'exemple 8. On a une fonction f de k de x dans k de x qui a p associe p', on se demande est-ce qu'elle est injective ou surjective. Alors, premier point, pour avoir le droit d'appliquer le théorème précédent, il faut que votre fonction soit linéaire. Donc, on l'a déjà démontré dans ce chapitre, c'est une application assez classique, au moins vous le dites. Si vous n'en êtes pas convaincu ou si vous voulez être sûr de vraiment tout mettre, vous le redémontrez, c'est assez rapide. Une fois qu'elle est linéaire, pardon, pour injective, on peut s'intéresser au noyau. Donc je vous rappelle, une application est linéaire si et seulement si son noyau est réduit à 0. Donc soit vous montrez que tous les éléments qui sont dans le noyau sont nuls, soit vous montrez qu'il y a dans le noyau des éléments qui ne sont pas 0. Alors là, comme c'est l'application qui dérive, qu'est-ce que vous connaissez comme polynôme dont le polynôme dérivé vaut 0? Eh bien, c'est n'importe quel polynôme constant. Donc en particulier, il n'y a pas que le polynôme nul. Donc par exemple, le polynôme p égale 2, puisque c'est un polynôme constant, son polynôme dérivé vaut 0. Donc le polynôme p égale 2 est dans le noyau de f. Donc dans le noyau de f, il n'y a pas que 0. Donc par le théorème qu'on vient de démontrer qui est une équivalence, f n'est pas une implication injective. Pour surjective, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est montrer que soit il existe des points à l'arrivée qui n'ont pas d'antécédent, soit que tous les points à l'arrivée ont un antécédent. Alors, pour montrer que tous les points à l'arrivée ont un antécédent, je prends un polynôme quelconque dans l'espace d'arrivée. Donc, comme c'est un polynôme, je l'écris sous sa forme de combinaison linéaire, finalement, de xk, somme pour k allant de 0 à n des ak xk. Je dois lui fabriquer un antécédent, si je veux montrer que c'est surjectif. Bon bah, vous savez faire une pseudo-primitive un peu de polynôme, donc on pose q, le polynôme qui vaut la somme pour k allant de 0 à n des ak divisé par k plus 1, x puissance k plus 1. Ce polynôme q, là, quand on le dérive, eh bien on retrouve exactement le polynôme p. Donc, tous les polynômes de l'ensemble d'arrivée admettent au moins un antécédent, donc l'application est surjective. Tous les points de l'ensemble d'arrivée sont images de quelque chose, donc f est surjective. Pour surjective, on n'a pas gagné beaucoup à avoir que l'application est linéaire, parce qu'on a quand même dû déterminer un antécédent. Par contre, pour injective, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est beaucoup plus rapide que de prendre deux points qui ont la même image et de montrer qu'ils sont égaux. Donc pour l'instant, l'intérêt des applications linéaires, c'est sur le côté injectif. On va assez vite obtenir aussi cet avantage pour surjectif. Alors après les applications injectives et surjectives, vous me voyez certainement venir, les applications bijectives. Et oui, il n'y a pas de raison. Alors, c'est la définition de 3. Lorsqu'une application entre deux espaces vectoriels est à la fois linéaire et bijective, on parle d'isomorphisme. Le mot morphisme, en fait, on verra ça un peu plus loin, c'est pour linéaire, ça traduit linéaire, et iso, c'est pour dire que c'est une bijection. Donc on appelle isomorphisme une application qui est à la fois linéaire et bijective.
Et on dit que E et F sont isomorphes lorsqu'il existe un isomorphisme entre E et F. Donc l'exemple le plus souvent rencontré d'espace vectoriel isomorphe, c'est R2 et C. D'ailleurs, on voit pas très bien la différence. Enfin, on a l'impression que c'est le même ensemble. R2 et C, on le voit un peu de la même façon. Eh bien, l'application qui est une bijection entre R2 et C et qui nous convainc que finalement R2 et C, ils se ressemblent vraiment beaucoup, c'est cette application-là. L'application qui a un point de R2 associe A plus IB. Cette application F, on va montrer que c'est un isomorphisme. Donc, je vous l'ai remis, soit F, l'application qui a AB associe A plus IB, ou if, je vous rappelle, c'est le complexe dont le carré vaut moins 1. On doit d'abord montrer que cette application est linéaire, donc on prend deux points au départ, AB, A'B', un scalaire, et on va calculer F de AB plus lambda A'B'. Première chose à faire, on écrit ce que vaut AB plus lambda A'B'. Donc c'est A plus lambda A', B plus lambda B'. Et ensuite on applique la fonction F. Donc c'est A plus lambda A' plus I fois B plus lambda B'. On regroupe A plus IB et lambda A' plus IB', et donc on retrouve F de AB plus lambda F de A'B'. Autrement dit, F est bien une application linéaire de R2 dans C. Deuxième point, on veut montrer qu'elle est injective et surjective. Pour injective, puisqu'elle est linéaire, on peut se contenter d'étudier son noyau. Donc on prend un point dans le noyau de F, c'est-à-dire que A plus IB égale 0. Bon bah le seul complexe qui vaut 0, c'est celui dont la partie réelle et la partie imaginaire sont nulles. Donc dans le noyau de F, il n'y a que 0. Donc le noyau de F est égal au singleton 0, donc F est bien injective. Pour surjective, l'image de F, on l'a vu dans le théorème précédent, c'est engendré par F d'une base de l'espace de départ. Donc on prend une base de R2, alors typiquement on prend la base canonique, 1, 0, 0, 1, et l'image de F, on sait que c'est l'espace vectoriel de F de 1, 0, alors F de 1, 0 ça fait 1, et F de 0, 1, c'est-à-dire F de 0 plus I qui vaut I. Donc l'image de F, c'est l'espace vectoriel engendré par 1 et I, et l'espace vectoriel engendré par 1 et I, eh ben c'est C. Ça, on l'a déjà démontré. Donc vous avez que l'image de F est égale à l'ensemble d'arrivées tout entier, donc l'application est surjective. Donc finalement, elle est à la fois linéaire, injective, surjective, donc c'est un isomorphisme. Donc, R2 et C sont bien des espaces vectoriels isomorphes puisqu'il existe une bijection linéaire entre eux. Pour les applications bijectives, on peut s'intéresser à leur bijection réciproque. Donc c'est ce qu'on va faire dans le théorème 9. Donc on a E et F deux cas espaces vectoriels, F une application de E dans F. Si F est un isomorphisme de E dans F, c'est-à-dire si F est linéaire et bijective, alors la bijection réciproque est elle aussi un isomorphisme. C'est-à-dire que la bijection réciproque d'une application linéaire est encore linéaire. Et ça, c'est pas tout le temps, toutes les propriétés, ne sont pas conservées par passage à la bijection réciproque. Mais la linéarité, en tout cas, c'est le cas. Et ça va être un point utile. Donc on va démontrer que si F est une bijection linéaire, alors sa bijection réciproque est elle aussi linéaire. C'est la démonstration 9. Donc on prend F de E dans F un isomorphisme, c'est-à-dire une bijection réciproque, et on appelle F-1, qui va cette fois de F dans E, sa bijection réciproque. Et on veut montrer que F-1 est linéaire. Donc on va utiliser la caractérisation des applications linéaires, on prend deux points x et y qui sont dans F, et lambda appartenant à K. Et on doit calculer F-1 de x plus lambda y. Alors premièrement, puisque x et y sont dans grand F, c'est-à-dire dans l'espace d'arrivée, et que petit f est une bijection, en particulier elle est surjective, donc x s'écrit f de quelque chose,
en l'occurrence f de a, et y s'écrit lui aussi f de quelque chose, en l'occurrence f de b, avec a et b qui sont dans e au carré. Donc f-1 de x plus lambda y, je vous rappelle, on doit montrer que c'est f-1 de x plus lambda f-1 de y. La seule chose qu'on peut utiliser sur f-1, c'est que ça se simplifie avec f. Alors quand je dis ça se simplifie, c'est pour dire que f-1 rond f, c'est égal à l'identité. Donc, on va faire apparaître f. Pour faire apparaître f, x on le remplace par f de a, et y on le remplace par f de b. Et puis là, puisque l'application f est linéaire, parce qu'on le sait déjà sur l'application f, on regroupe f de a plus lambda f de b en f de a plus lambda b. Ça, c'est la définition d'être linéaire. Et là, du coup, on a f-1 rond f, qui donne l'identité. Donc, f-1 f de a plus lambda b, c'est égal directement à a plus lambda b. Bon, mais sauf que a, c'est l'unique antécédent de x. Donc, a, c'est ce qu'on note f-1 de x, et b, c'est f-1 de y. Donc finalement, on retrouve bien que f-1 de x plus lambda y est égal à f-1 de x plus lambda f-1 de y. Autrement dit, f-1 est une application linéaire. C'est une bijection linéaire, c'est donc un isomorphisme de f dans E. On revient ensuite au poly. Dernier résultat sur les isomorphismes, le lien qu'ils ont avec les bases. Vous retournerez voir dans les chapitres précédents, on avait vu un lien entre une fonction injective et une famille libre, et une fonction bijective et une famille génératrice. Donc là, on va voir quasiment le même lien entre isomorphisme et base. Donc c'est le théorème 10. Vous avez E et F 2 cas espace vectoriel 7 fois de dimension finie, pour avoir le droit de parler de base, et F un isomorphisme de E dans F. Si E1, En est une base de E, alors f de E1, f de En est une base de F. Ça va être important. Autrement dit, une base de l'espace de départ est envoyée par la fonction f sur une base de l'espace d'arrivée. Donc, il y a un peu une bijection entre les bases de E et les bases de F. Et du coup, E et F ont la même dimension. Donc ça, c'est très important. Si vous avez un isomorphisme entre deux espaces vectoriels dont le premier est de dimension finie, eh bien vous avez automatiquement que le deuxième est lui aussi de dimension finie et de même dimension que le premier. Alors on va démontrer ce théorème 10. La démonstration. Alors, on a F un isomorphisme entre E et F, et grand E qui est un espace vectoriel de dimension finie, et on appelle E1, En une base de E. Puisque F est un isomorphisme, en particulier, elle va être bijective et injective et surjective. Alors, on a déjà vu que si E1, En est une famille génératrice de E, ce qui est le cas pour une base, l'image de F, c'est l'espace vectoriel engendré par F de E1, F de En. Ça veut dire que toutes les images par F peuvent s'écrire comme combinaison linéaire de F de E1, F de En. Vous pourrez retourner voir la démonstration. Mais puisque la fonction f est surjective, eh bien en fait, l'image de f, c'est l'espace d'arrivée tout entier. Donc en fait, grand f est égal à vecte de f de E1, f de En. Donc f de E1, f de En, déjà, c'est une famille génératrice de grand f. Ça, on l'a quasiment déjà démontré. Ce qui nous reste à voir, c'est le caractère libre. Donc, on prend lambda 1, lambda n, appartenant à k puissance n, tel que la combinaison linéaire lambda k f de ek soit nulle. Ça, je vous rappelle, c'est pour démontrer que la famille f de E1, f de En est libre. On part d'une combinaison linéaire qui vaut 0. Et on doit montrer que tous les coefficients sont nuls. Alors, puisque l'application f est linéaire, eh bien, somme des lambda k f de ek, on peut l'écrire f de la somme des lambda k, il manque un k ici, lambda k ek. Donc on se retrouve avec f de cette somme qui vaut 0. Mais l'application f, elle est injective, puisque c'est un isomorphisme. Donc son noyau est réduit à 0. Donc ici, vous avez un antécédent de 0. Donc, cet antécédent vaut 0. Somme pour k allant de 1 à n des lambda k ek vaut 0.
Ça, c'est grâce à l'injectivité de la fonction f. Et puis là, on se retrouve avec une combinaison linéaire de E1, En qui vaut 0. Sauf que E1, En, puisque c'est une base, c'est une famille libre, donc en particulier, par définition de la liberté, lambda 1, lambda n est nul. Donc on est parti d'une combinaison linéaire des f de ek qui était nulle, et on a obtenu que tous les coefficients sont nuls. Donc, la famille f de E1, f de n, il manque une parenthèse ici, est bien une base de grand F. Donc un isomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire bijective, va envoyer une base sur une base. Deuxième point de la démonstration, on veut démontrer que du coup, quand il y a un isomorphisme entre deux ensembles, et que le premier est de dimension finie, le deuxième aussi. Donc j'ai appelé n la dimension de E, et soit E1, En, une base de grand E. Par le point 1, f de E1, f de En est une base de f. Donc, c'est une famille génératrice. Donc, f est bien un sous-espace vectoriel de dimension finie. Et sa dimension, c'est le nombre de vecteurs dans une base. C'est donc f de E1, f de En, c'est-à-dire n. Donc, vous avez bien que f est de même dimension que E. On arrête là pour aujourd'hui. Donc, vous mettez pause quand vous avez besoin pour revoir les démonstrations. Enfin, vous l'avez déjà fait, les exercices. Et puis, on se retrouve cet après-midi pour une autre séance. Au revoir!